Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Décryptage. Ce rendez-vous nous permettra d'analyser certains faits de l'actualité prédominante du moment, lire entre les lignes de certains discours. Nous allons décrypter ensemble les crises, les conflits, les débats, et ce, avec des experts nationaux et internationaux. Pour ce premier numéro, nous allons aborder les relations algéro-françaises qui ne sont pas prêtes de connaître de longues périodes d'accalmie. À croire que ces relations sont toujours appelées à connaître périodiquement des crises cycliques. Alors, que se passe-t-il entre Alger et Paris? La crise est-elle plus grave cette fois-ci? Tout de suite, décryptage. Bienvenue à nouveau à tous à la table de décryptage. Ce soir, Abdelaziz Ziari, ancien président de l'Assemblée populaire nationale. Vous l'avez été de 2007 à 2012. Bonsoir, monsieur Ziari. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Avec moi également à la table de décryptage, Mohamed Laïchoubi. Vous avez une présence internationale importante. Monsieur Laïchoubi, vous êtes dans de grands centres de réflexion et de recherche. Je cite World Policy Conférence, membre de l'Académie d'Espagne. Et je rappelle que vous avez été également ministre et ambassadeur. Bonsoir, monsieur Laïchoubi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Fouad Soufi. Merci d'être avec nous. Vous êtes archiviste et historien spécialiste reconnu des archives et également avec nous en direct de Paris. Benjamin Stora, historien français. C'est celui qui est devenu au fil de ses ouvrages l'historien de référence de l'Algérie et du Maghreb. Bonsoir, monsieur Stora. Bonsoir. On commence ce débat avec vous, monsieur Laïchoubi. Une histoire commune, un passé colonial qui n'a cessé de rattraper la France. Quelles sont, selon vous, donc, les vraies problématiques de cette épineuse relation entre les deux pays? Alors, si vous le permettez, en préliminaire, j'aimerais souligner, parce que le contexte historique est extrêmement important, le contexte international, c'est le 1er novembre. La révolution algérienne a réellement été une révolution de dimension quasiment planétaire. Elle a permis l'effondrement des systèmes coloniaux. Elle a été parmi les grands événements internationaux. Et pour ma part, je le répète assez souvent, on a évoqué les 2 guerres mondiales comme les événements marquants du siècle dernier. Pour moi, j'estime que c'est l'inverse. C'est les guerres anticoloniales. Pourquoi ? Parce que la planète a été façonnée à nouveau. L'ONU, 142 pays qui arrivent, 2/3 de la population mondiale qui se libère, et puis un très lent processus de recomposition sociétale et géostratégique. Pour moi, ça a été un véritable séisme, avec l'effondrement, bien sûr. On a vu de nouvelles théories dans les relations internationales, le mouvement des non-alignés qui naît, un refus de l'ordre bipolaire. Mais c'est vrai que du point de vue historique, cette image a été brouillée par la guerre froide, où les parties prenantes ont été quasiment obligées de se positionner, et la demande en justicialisme, la demande en une nouvelle vision de la relation internationale a été brouillée. L'essentiel, le problème, vous me permettrez de me positionner, les nations vaincues, puisqu'elles ont été vaincues des guerres coloniales, vont se redéployer et associer les vainqueurs, et puis les références conceptuelles qui étaient les leurs pour gérer le monde, l'espace dans lequel ils étaient, donc d'un système colonial avec une économie coloniale, vont se redéployer. Les références conceptuelles, les missions civilisatrices sont devenues la défense du monde libre. Et puis après, ça devient la défense de la démocratie. Alors, c'est non plus une occupation territoriale, mais c'est des zones d'influence, d'interland ou de domination. Alors, pourquoi je rappelle ça? Parce qu'on va vite s'apercevoir qu'en évoquant la question mémoriale, et je vais laisser ça aux spécialistes, on va se retrouver dans le contexte international et les dimensions, et surtout les échanges entre politiques. Puis cette dimension politique, après l'intervention du président français, on a fait que c'est une dimension politique. On va en parler tout de suite. Donc, Benjamin Stora, je rappelle que vous êtes avec nous en direct de Paris. Benjamin Stora, on va évoquer cette question de la mémoire. Donc, comment arriver à une écriture objective de l'histoire commune, celle de l'Algérie et de la France, qui est une grande partie, donc une histoire qui est entreposée à l'étranger et principalement en France, monsieur Stora? Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Bienvenue. Je vous remercie pour votre invitation. Écriture objective, je ne sais pas, parce que vous savez, les historiens, de toute manière, sont engagés
Moi, personnellement, vous le savez aussi, j'ai beaucoup écrit sur l'histoire, mais sur un versant anticolonial et pas sur un versant pro-colonial. Mais quand même, le travail de l'historien, c'est de s'approcher au maximum de la vérité, des faits historiques, bien entendu. Cette histoire, elle peut s'écrire, bien sûr, parce qu'il y a des historiens qui ne sont pas simplement en France, mais à l'échelle internationale, ça vient d'être dit. L'histoire de la guerre d'indépendance algérienne a eu un retentissement international, et donc il est bien évident qu'il y a beaucoup d'historiens, notamment américains aujourd'hui, qui travaillent sur cette histoire particulière. Je salue aussi d'ailleurs des historiens algériens comme mon collègue Fouad Soufi, bien sûr, qui travaille depuis de très nombreuses années sur ces questions-là. Donc c'est par la confrontation des discours, des sources, naturellement une critique aussi des différentes sources, des archives que nous avons, que nous pouvons avancer vers, disons, une histoire qui soit pas forcément une histoire commune, parce que dans les nations, il y a des imaginaires différents, il y a des symboles différents, mais au moins de s'approcher à établir des faits. C'est ça qui me paraît tout à fait important. Et ces faits peuvent être établis, bien sûr, à partir des archives de l'État, des États, mais pas seulement. Il y a aussi des entretiens avec les acteurs. Il y a bien sûr les témoignages d'acteurs qui sont extrêmement importants et qui contribuent à la connaissance de la réalité historique. Et il y a aussi bien sûr la presse, il y a ce qu'on appelle les archives privées. Hein, et sur la question des archives, un mot rapidement, puisque je sais que Oui. nous n'avons pas beaucoup de temps. Je signale simplement qu'avec la révolution numérique extraordinaire que nous vivons, il y a énormément d'archives, y compris des États, notamment français, qui sont sur Internet, qui sont mis en circulation sur Internet. Et ça, c'est un bouleversement extrêmement important du travail d'écriture des historiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, disons, une volonté exclusive de conserver dans le secret des archives, mais de plus en plus, par les batailles citoyennes en particulier, il y a une circulation des informations, des archives, par le biais du numérique, par le biais de la révolution numérique. Ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte dans l'avenir pour l'écriture de l'histoire. Donc, par conséquent, il y a eu effectivement une appropriation d'archives par la France au lendemain de l'indépendance de 62. Il y a eu des restitutions d'archives, il Mhm. y a eu des fermetures d'archives, mais toutes Justement, ces Monsieur Stora, notions... sur ce point-là, si vous le Pardon. permettez, on entend souvent côté France que la France fait beaucoup de gestes dans ce sens-là pour restituer, entre autres, pas, des ossements, des crânes de résistants algériens qui sont exposés en France et qui, en général, rétorquent que fait l'Algérie de son côté pour régler cette situation ou cette crise entre les deux pays. Il y a eu des gestes effectivement qui sont faits, bon, on le sait, bon, il y a eu la restitution des crânes, il y a eu aussi la reconnaissance par la France des meurtres de Maurice Audin ou d'Ali Boumengel, le fait que, vous le savez, le président de la République française s'est recueilli à la mémoire des victimes algériennes du 17 octobre 1961. Bon, ce sont autant de gestes symboliques, disons, qui sont importants, bien sûr, en tant que tels, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Moi, c'est ma position, c'est ce que j'ai exprimé d'ailleurs dans le rapport que j'ai fait. Il faut aller loin, beaucoup plus loin, sur la question de la colonisation au sens large. Parce que, bien entendu, la guerre d'indépendance algérienne, c'est la fin d'un processus. Or, le problème, c'est qu'il faut réfléchir aujourd'hui sur le début de ce processus de conquête, de colonisation, qui a été un processus très long, qui a duré presque un demi-siècle. La première guerre d'Algérie, comme on dit, c'est une guerre de conquête qui a été très violente, qui a duré pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle. Or, c'est là qu'il faut continuer à porter, à mon sens, son effort d'écriture de l'histoire. Maintenant, du point de vue algérien, comme vous posez la question, il faut effectivement, et ça je ne peux pas le faire à la place des historiens algériens, des intellectuels bien sûr, mais il faut poursuivre le travail d'exploration, le travail d'investigation historique, en ayant bien sûr recours aux témoignages, aux archives. Il y a les archives aussi, on le sait, en Algérie, bien sûr. Donc c'est un travail aussi, bien sûr, qui doit se mener en Algérie. Mais ce travail que mènent les historiens algériens et les historiens français, ils le mènent depuis très longtemps. Vous savez, il y a beaucoup de colloques, de séminaires, il y a eu beaucoup de rencontres en commun. Moi-même, j'ai dirigé disons, un grand livre en 2004, notamment avec Mohamed Arbi sur l'histoire de la guerre d'Algérie, qui est paru en France, mais qui a été aussi
publié en Algérie, ce travail a été publié en Algérie, où une quarantaine de chercheurs des deux rives ont travaillé ensemble. Donc le travail des historiens, en s'approchant de la vérité, n'est pas un travail, entre guillemets, visant à légitimer un discours nationaliste. C'est un travail pour la vérité des faits, pour la connaissance historique et pour la transmission de cette histoire pour les nouvelles générations. Très bien. Rapidement, Monsieur Abdelaziz Ziari, j'aimerais vous faire réagir sur cette question de la mémoire, sur cette question des archives, de la restitution des ossements, de ces gestes, comme l'appelle la France, que fait la France vis-à-vis de l'Algérie. Oui, bien sûr. Moi, C'est je la ne suis politique pas des petits historien, donc je n'ai pas qualité pour juger de la qualité du travail des historiens en la matière. Je sais que c'est un travail qui n'est pas facile, que la tâche pour M. Stora n'est pas facile. Je sais que c'est un homme extrêmement honnête et c'est un homme qui est effectivement attaché à la vérité. Je crois qu'il peut, lui, contribuer par son accès beaucoup plus facile que nous aux vraies archives de la France qui, elles, sont riches effectivement de témoignages sur ce que fut la colonisation et son apport dans ce domaine me paraît essentiel aussi. Il ne faut pas oublier, parce qu'on ne peut pas réellement créer un parallèle entre ce que fut le colonisateur et ce que fut le colonisé. Je crois qu'il y a quand même, pour des raisons évidentes, donc je souhaite, moi je suis de ceux qui souhaitent, même si je me suis posé la question sur comment pouvait-on écrire cette histoire si elle pouvait être écrite à quatre mains, ce n'est pas simple. Mais évidemment, les faits peuvent être restitués. Les faits, dans toutes leurs dimensions, dans toute leur réalité, peuvent être restitués. Maintenant, ce qui est de l'analyse de ce que fut telle ou telle période, il est évident que chacun des historiens, en fonction de l'endroit où il est, peut avoir effectivement une lecture différente. Donc je crois que de ce côté-là, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, quand on m'avait interrogé sur une autre chaîne, en disant, c'est peut-être M. Stora n'a pas compris le sens, c'est de dire, que pouvons-nous faire, nous, du côté algérien, c'est-à-dire réellement, et à mon avis, en tout cas c'est mon sentiment à moi, éclairer réellement l'opinion française. Parce que ce n'est pas l'opinion algérienne qui ignore la guerre d'Algérie. C'est hélas une partie de l'opinion française, la jeunesse d'aujourd'hui, un certain nombre d'elles, qui, eux, effectivement, ont ce besoin d'être éclairés sur la réalité de ce que fut le fait colonial de façon générale et de ce qui fut la colonisation de l'Algérie et la guerre d'Algérie. Voilà. Alors, Monsieur Fouad Soufi, vous êtes historien. Alors, est-ce que nous assistons réellement à l'échec du processus de réconciliation mémorielle du président français Emmanuel Macron? Oui, bon, je ne sais pas si je suis autorisé de par ma posture de pouvoir répondre à une question pareille, mais moi j'ai toujours eu confiance en l'avenir. Et je ne pense pas qu'il ne puisse pas y avoir d'autres solutions que la situation que nous vivons actuellement. Au contraire. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est notre posture à nous. C'est-à-dire à nous, depuis le président jusqu'à l'épicier du coin. C'est-à-dire comment nous, en tant qu'Algériens, nous réagissons. Et ce que les chercheurs, d'une manière générale, et les historiens en particulier de chez nous, demandent, c'est l'ouverture des fonds d'archives. C'est l'ouverture des fonds d'archives. Comme l'a dit quelqu'un, et maintenant je le répète systématiquement, ce que demandent les historiens, c'est une phrase un peu agressive, ça ne fait rien. C'est la libération des archives. Voilà. C'est-à-dire que si on va à l'étranger et si on va à Aix, plus précisément en France, donc à Aix, pour peu qu'on ait fait la commande selon les exigences, on a des archives. Et hélas, il faut le dire, et je crois qu'il faut arrêter de se mentir, ce n'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. J'étais même plus loin encore en disant que parfois, des étrangers, qu'ils fussent français ou anglais ou suisses ou américains, ont obtenu chez nous des documents que nous n'avons pas eu droit. Donc vous êtes d'accord qu'on assiste Donc c'est méchant ce que je dis. Hein. Oui. C'est pour dire qu'en fait, le problème est en nous et chez nous, d'abord. En nous et chez nous, très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que quand même, Monsieur Laïchoubi, également, si vous voulez réagir, que tout ce qui a été donc pillé comme patrimoine culturel, historique,
doit être restitué quand même. Ah oui, mais ça, c'est un autre problème. Et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, mais c'est normal. Les négociations sur les archives ne datent pas depuis hier. Moi, j'étais encore au collège, je crois, quand ça a commencé, en 1963. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a jamais existé, que non. Le problème, ce que je dis, et je l'ai écrit, ça a paru dans la presse, on a assisté dans notre position en tant que citoyen de cet État, on a vécu une grande reculade. C'est qu'à un moment, nous n'étions plus vraiment crédibles. Monsieur Laïchoubi, si on prenait l'exemple, par exemple, du Bénin, on peut se comparer au Bénin aujourd'hui? Si vous le permettez, moi, j'aimerais, de façon assez importante, placer le débat sur une autre trajectoire qui me semble, elle, importante. Il ne faut pas se leurrer, la neutralité de l'histoire n'existe pas. L'intrusion du politique, entre guillemets, est un élément essentiel. Tout à l'heure, M. Stora l'a rappelé, Waterloo n'est pas lu de la même façon en France et en Angleterre. Il est évident que le 8 mai 1945 ne sera pas lu de la même façon en France et en Algérie, à telle enseigne que la concession que feront les grands historiens, c'est de dire qu'il y a une sorte de compromis entre des existences conceptuelles, d'événements, mais ce qui est important, c'est les lectures. Et là, à mon sens, c'est là que nous sommes liés, historiens, politiques et personnalités et chercheurs. C'est dans le domaine de la lecture que cela devient fondamental. Alors, si un tel événement a une lecture réductrice qui va trahir le comportement actuel de l'individu, son modèle de pensée, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on mêle la dimension historique et la dimension politique. Et si vous permettez, je vais céder à l'exercice sur deux aspects. Il est évident que l'intervention du président français est une intervention, une intrusion politique dans un domaine historique, et mieux, il estimait qu'il avait toute légitimité pour le faire. Et il l'a fait de la manière la plus contestable, et pour les Algériens, et pour les analystes les plus neutres. Mais certains ont été plus loin, et on va revenir, si vous le permettez, dans le débat. Ils se sont inquiétés. Parce que la grande préoccupation de l'histoire, c'est est-ce que l'histoire du système colonial, parce que c'est ça, il en est question, ce n'est pas uniquement l'histoire de la relation algéro-française. Est-ce qu'il y a une perpétuation conceptuelle, intellectuelle et de vision jusqu'à présent? Est-ce que la population politique, notamment française, est encore habitée par un système et n'arrive pas à prendre ses distances? Parce que l'élément mémorial, à mon sens, c'est un euphémisme. C'est un mot, c'est un concept qu'on a choisi avec ses tragédies, avec ses fractures, mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'un ensemble de populations qui ne sont pas que l'Algérie, qui, en réalité, là, on est rejoint par l'Afrique et par une partie de l'Asie. Est-ce que la continuité coloniale qui est celle de l'hégémonisme va continuer? Est-ce que ces systèmes continuent à utiliser les mêmes concepts, les mêmes facettes, mais sous un autre angle? Et je l'ai dit dans mon intervention préliminaire, la demande du non-alignement, la demande d'une révolution justicielle a été brouillée par la guerre froide. Et du coup, maintenant, il est évident que les grandes recompositions géostratégiques s'appuient sur cet élément. Quel est le monde que nous voulons faire ensemble? Est-ce que c'est un monde dominé par les anciens concepts qui s'appellent hégémonie, domination, et on les répète? Parce que je veux conclure sur cette petite partie, parce qu'il est assez étonnant pour les analystes politiques que les politiques français au plus haut niveau cèdent à cet aspect-là qui revient. Nous avons eu l'intervention de Sarkozy à Dakar qui a évoqué l'Afrique en disant « elle n'est jamais rentrée dans l'histoire ». Nous avons eu un autre président qui a dit à l'Europe de l'Est « taisez-vous ». Nous avons maintenant Macron qui dit « vous n'avez jamais existé ». Ça n'est pas qu'un fait lié à un contexte électoral. Donc cette lecture politique, si vous voulez, vient chahuter, gêner les historiens et créer un autre climat, et nous sommes dans l'obligation d'y répondre. Nous ne pouvons pas échapper. Quel est le monde que nous voulons construire ensemble?
Monsieur Stora, toujours cette question donc, de la mémoire. Quels sont, selon vous, s'il vous plaît, les enjeux politiques de la question mémorielle et historique en rapport avec les élections, surtout avec la montée effrayante de l'extrême droite? Bah, ça a été dit par les interlocuteurs avant moi. Il est évident que le travail des historiens est fortement gêné par l'intrusion du politique. C'est vrai. Il y a des instrumentalisations naturellement par les États, par les politiques, du travail d'établissement des faits. Il vient brouiller, bien sûr, la perception qu'on peut avoir des faits. Ça, c'est une première chose, bien entendu. Mais vous savez, l'histoire a toujours été un enjeu politique. Que ce soit en France, en Algérie ou dans d'autres pays du monde, tous les États ont construit, ont fabriqué des romans, entre guillemets, nationaux, à partir, disons, des écrits, à partir d'écrits historiques qui ont été ensuite contestés, critiqués, notamment par les citoyens qui ont combattu pour faire en sorte que l'histoire, entre guillemets, change de cours ou soit rectifiée dans son écriture. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît tout à fait décisif, tout à fait important. Maintenant, comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France? C'est évident qu'en France, il y a une poussée très forte de l'extrême droite qui vise à réécrire complètement l'histoire de la colonisation en la traitant de système positif. Et il est évident que la bataille au niveau des mentalités et des imaginaires en France est une bataille très importante sur cette question-là. Très, très importante, car ça a été dit avant moi, bien sûr. Beaucoup de Français, par exemple, ignorent l'histoire de la conquête coloniale. Ils ne le savent pas. On leur a appris que, en fait, en Algérie, il n'y avait personne, et puis voilà, la France s'est installée. Et c'est un mensonge historique très grave, mais qui s'est perpétué, qui s'est développé, qui s'est amplifié, qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est ça qui est très, très difficile, disons, à rétablir dans les combats à la fois intellectuels, dans les combats d'écriture de l'histoire et dans les combats politiques. Parce que tout ça est mêlé, bien entendu. Tout ça est intriqué. Il y a une espèce d'enchevêtrement hein, de ces différentes postures. L'extrême droite réécrit l'histoire, bien sûr, pas simplement celle de la colonisation, on le sait, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale, puisque maintenant on explique que Pétain est un personnage formidable, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de révisionnisme historique qui s'est emparé, bien sûr, d'un certain nombre, disons, de cercles politiques en France, c'est très grave, bien sûr, et qui va, bien sûr, jusqu'à l'histoire de la colonisation. Mais on peut s'en tirer que si on remonte à l'origine de la colonisation. C'est-à-dire que sinon pas, on arrive à la fin, c'est-à-dire la décolonisation, les massacres, les tragédies, les fractures, les blessures mémorielles, qui sont très importantes, bien entendu. Mais si on va au fond de la question, et ça prend du temps. Ça ne peut pas se résoudre par une seule déclaration, par un seul livre, mais ça nécessite des investissements culturels, des échanges culturels, des traductions simultanées d'une rive à l'autre de la Méditerranée, le fait que les chercheurs puissent circuler librement d'une rive à l'autre de la Méditerranée pour précisément échanger, diffuser les informations, puissent prendre la parole à l'intérieur des deux espaces d'ailleurs, hein, espace français ou espace algérien, ça me semble tout à fait important. Et c'est donc par plus de culture, par plus de connaissances, par plus de batailles culturelles qui demandent du temps. Je crois qu'il ne faut pas être impatient à ce niveau-là, et c'est très long, c'est très lent, c'est une véritable bataille. C'est ce que moi j'ai essayé de proposer par des exercices, entre guillemets, de travaux pratiques, à partir d'exemples symboliques. Mais À si je peux me partir du fait, permettre, par Monsieur exemple, Stora, on en est loin. On est pardon. face à une crise diplomatique entre les deux pays. Comment s'en sortir? Ah, ça, vous savez, moi, je suis pas ministre. Je suis pas, je Monsieur suis Ziarine, pas vous voulez responsable. peut-être Ça va. réagir Moi, on m'a demandé de faire un rapport. J'ai fait un rapport, mais je suis pas Justement, on va parler de ministre. votre rapport, Monsieur Stora, sur la Non, mais réconciliation là, des je peux pas mémoires rester entre la trop France et longtemps. l'Algérie, Excusez-moi, mais ça fait, qui, je rappelle, est là, un je suis rapport, comme malheureusement vous aimez obligé le de vous préciser, quitter. franco-français. C'est la dernière Oui, question, Monsieur Stora, et après vous pourrez d'accord. nous quitter, donc quitter ce débat. En tout cas, c'était un Oui, rapport qui a été, vous avez été chargé de le faire en juillet 2020 par le président de la République française, donc Emmanuel Macron. Donc vous avez, dressé un état des lieux juste et précis hein, sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Ce rapport a été rendu le 20 janvier 2021. Il dresse dans ce rapport, donc vous dressez dans ce rapport 22 recommandations. Ce rapport aurait-il dû être envoyé à l'Algérie ou l'Algérie aurait dû être consultée?
l'Algérie a reçu officiellement le rapport. De toute façon, vous savez, je disais tout à l'heure, tout le monde a lu ce rapport. Il est sur Internet, il a même été traduit en arabe. Donc, il est accessible. Hein, mais, disons, vous avez raison de souligner que c'était un rapport franco-français. Enfin, je veux dire, dans ses préconisations. Hein, il y avait effectivement, il y a une vingtaine de préconisations. Je ne vais pas ici toutes les rappeler, les essais nucléaires, les réparations financières liées aux essais nucléaires, bien sûr le problème de la restitution des archives. Je proposais aussi d'établir ce que j'ai appelé un guide des disparus, c'est-à-dire des disparus de la guerre, puisque c'est quand même, et ça reste un problème extrêmement important. Il y a aussi, bien sûr, j'ai posé le problème de l'entretien des cimetières, notamment cimetières européens en Algérie, qui sont très nombreux. Vous voyez, ce sont des questions très pratiques, parce que moi, ce que j'ai voulu faire, c'était non pas un énième livre d'histoire de la guerre d'Algérie, mais ce que j'ai essayé de faire à mon niveau, c'était de dresser des points d'appui concrets, des choses symboliques concrètes, simples, Ce rapport accessibles a été contesté et en France, compréhensibles M. pour Stora. tous. Mais malheureusement, disons que le rapport a été combattu aux deux extrêmes, hein, parce qu'il y a ceux qui voulaient en fait que je fasse un manuel anticolonial, et puis de l'autre côté, ceux qui au contraire m'ont accusé d'être trop complaisant, disons, avec l'Algérie d'aujourd'hui. Donc j'ai été pris un peu en Vous n'avez pas réussi à tenaille, faire un juste en étau milieu, c'est sur cela? ces deux positions. Alors, Monsieur Ziari, on va parler également de cette question, donc de cette politique en France, cette élection présidentielle qui arrive avec ce qui crée, comme en 2017, des frictions entre Alger et Paris. Emmanuel Macron change de discours. Une fois, il nous dit que la guerre d'Algérie était un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il nous dit que la nation algérienne n'a jamais existé avant la France, comme si la France avait bâti ou créé l'Algérie. Écoutez, je crois que je ne vais pas de nouveau redonner mon point de vue. J'ai eu l'occasion de le faire à 2 reprises. Sur ce, je préfère en rester dans le cadre plus général de ces relations algéro-françaises. Et justement, en retournant à cette question mémorielle du travail d'historien qui est en train d'être fait des deux côtés, c'est cet objectif. Ce travail, sa destination, c'était de rapprocher, ce n'est pas de diviser. Le contenu, effectivement, du rapport de M. Stora, moi, je savais que c'était un rapport franco-français, donc il n'y avait pas d'immixtion du politique dans ce domaine d'historien qu'il a fait pour son propre gouvernement. Il a tout à fait le droit de choisir la façon, le contenu, etc. Donc, franchement, pour moi, ce n'est pas, pour nous, en tout cas algériens, l'objet d'un débat interne quelconque. C'est une affaire tout à fait franco-française. Maintenant, l'objectif, c'est le rapprochement. Or, on s'aperçoit qu'au contraire, un certain nombre de dispositions qui ont été prises par l'État français, je ne reviens pas sur le contenu du président de ce qu'a dit le président de la République française, je parle aussi des dispositions qui ont été prises sur le plan interne, pour ce qui est des visas, par exemple. Puisqu'on a vu le ministre de l'Intérieur aller à l'Assemblée nationale et afficher cela comme une sanction, carrément une sanction, un peu comme les listes noires que certains pays occidentaux font à l'égard d'autres pays qui ne suivent pas leur voie politique, de dire, mais c'est quelque chose qui ne va pas, c'est paradoxal, on ne peut pas en même temps chercher ce rapprochement et en même temps prendre des positions de cette nature, quelles que soient les circonstances, et on les a compris que c'était des électoralistes, mais on ne peut pas non plus soumettre la relation franco-française à ces aléas des campagnes électorales françaises. Ce n'est plus possible. Je crois que maintenant, c'est devenu quelque chose de régulier. Comment voulez-vous qu'on établisse une relation permanente de confiance les uns envers les autres si à chaque échéance électorale, vous avez encore l'Algérie et les relations avec l'Algérie qui revient? Je rappelle toutefois que même dans ces relations, ce qui a jusque-là fait le fait que c'est une relation un peu particulière, c'est le côté humain, c'est la présence d'une grande communauté algérienne là-bas, et donc c'est ce lien humain qui était essentiel. Si même ce lien humain est remis en cause régulièrement et à chaque élection, quid de la relation algéro-française à ce moment-là? Qu'y a-t-il de particulier dans notre relation avec la France s'il n'y avait pas cet aspect qui, je le dis encore, est sanctionné par des accords particuliers, non pas entre le Maghreb et la France, mais entre l'Algérie et la France? Les relations également avec l'Union européenne, où la dimension humaine est toujours soulignée. Alors si cette dimension humaine est remise en cause
Et c'est important, la dimension humaine, parce que les dimensions économiques, etc., elles peuvent se faire avec la planète entière. La planète, le monde est large, et nous avons la capacité, effectivement, de travailler encore plus avec des pays avec lesquels il n'y a aucune forme de contentieux. C'est pour ça que je dis, attention, cet aspect humain, pour moi en tout cas, je suis un homme politique, moi je ne fais pas l'histoire, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi en la matière, même si je sais l'histoire, mais je ne Justement, fais pas, je ne l'écris pas. On a un historien C'est à la important, table. Oui. le lien, voilà. On a un historien à la table de humain, décryptage. c'est le lien primordial qui a caractérisé cette relation. Je vais juste rebondir sur cette question humaine, justement. On va parler des accords de 68, Monsieur Soufi. Les accords de 68 avec cette nouvelle politique donc, de la France de la restriction donc, des visas pour le Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Mais par rapport à l'Algérie, sommes-nous face à une violation des accords de 68 ? Non, je ne me permettrai pas quand même de sortir de mon, comment on appelle ça, mon cadre. champ, hein, mon précaré. Donc, la question des visas ne me... Je ne parle pas de la question des visas, je vous pose la question par rapport aux accords de 68. Même les accords, ce sont des accords bilatéraux entre l'Algérie et la France. Moi, je préfère, accord pour accord, avec votre permission. Hein, les accords d'Évian. Je préfère parler, par exemple, de l'accord signé entre le Dey Chaban et Louis XIV, qu'on avait appelé le traité du centenaire, et qui va être suivi de plusieurs accords de 1689 jusqu'à 1818, je crois, ou 1820. Ça, oui, ça prouve qu'il y a des relations entre deux États. Mais par rapport ce qui m'intéresse aussi, je l'ai déjà dit dans des conférences et des débats, c'est la question le contenu du rapport de Benjamin Stora. J'ai l'impression que beaucoup de mes collègues, en français ou en arabe, ont réagi, je parle bien des historiens, sans en réalité l'avoir bien lu. Bon. Il se trouve qu'à un moment donné, dans son rapport, il est évoqué la question des archives. Oui. Et un détail qui n'a fait bouger personne, c'est l'existence encore en France, aux archives de France, de documents de la période ottomane, c'est-à-dire avant 1830. Or, il se trouve qu'en 1995, l'ancien directeur général des archives d'Algérie, je vais donner son nom, bon, j'espère qu'il ne va pas se fâcher, Abdelkrim Bejaja, dans une réunion à Washington, il a appris de la part de son collègue français qu'il restait encore des archives de la période ottomane, alors qu'on nous avait dit systématiquement qu'il ne restait plus rien. Bien, voilà que dans le rapport de Benjamin Stora, donc 20 ans après, à peu près, il ressort, comme en 1995, comme aujourd'hui, silence radio. Silence radio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction de la part de qui? La réaction du président français, elle est bien, elle n'est pas bien, c'est pas c'est au-dessus de mes qualités et de mes compétences. Mais pas de réaction chez nous. Là, je me dis, il y a un problème. Pourquoi? Et pourquoi? Or, ça fait 20 ans que la partie française des archives nie l'existence de ces documents. Et voilà que nous, on est bien contents que la partie française ne nous dise rien, alors qu'on a un rapport remis au président. Alors pour moi, ça me paraît autrement plus important que ceux qui me dépassent, ces accords de ces 30 derniers, même revenir sur la question de revenir sur les accords d'Évian, etc. Mais moi, je voulais montrer dans ce débat, avec votre permission encore, que ces relations entre ce qui se construit de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on appelle la France, et ce qui se construit chez nous petit à petit, et qui va devenir l'Algérie, remonte au moins au XIIIe siècle, avec des accords économiques et même politiques, et prennent forme d'une manière plus fondamentale au XVIIe siècle, à tel point que la flotte algérienne, on lui avait interdit, de la part du sultan,
de s'attaquer à la flotte française. Et elle pouvait faire escale en France. Et des ambassadeurs étaient envoyés en France. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas des échanges qui ont commencé avant-hier, et on ne peut pas dire non plus qu'il n'y avait rien avant 1830. Monsieur Laïchoubi, j'aimerais vous faire réagir. On a parlé du président français, on va parler du président algérien qui veut imposer sa souveraineté à l'international et qui veut imposer sa souveraineté donc, de manière générale. Alors, j'aimerais revenir à la question de fond qui est derrière tout cela, à mon sens. Il est vrai que l'histoire a des dimensions extrêmement importantes, la méthode d'investigation, les mesures, et là les historiens en parleront nettement mieux que moi. Par contre, ce qui peut nous intéresser, les historiens et nous-mêmes, donc les politiques, c'est une question que l'on évite assez souvent. C'est l'histoire de la pensée politique. Parce que c'est celle-là qui pèse et sur les historiens, leur environnement, et qui pèse sur les relations, parce que nous abordons cette question-là. Alors, je voudrais, à mon sens, il y a une partie du débat qui concerne le milieu intellectuel décideur et français, et puis il n'est pas nouveau. Nous allons quand même rappeler que durant la guerre d'Algérie, nous avons eu un débat, certes, avec un groupe que j'appellerais, moi, d'hommes et de femmes éthiques, qui ont pesé sur ces débats. Vous avez eu quand même, de façon indirecte, un lien, une alliance qui s'est faite entre Sartre et De Gaulle. C'est-à-dire que Sartre a préparé l'opinion des intellectuels sur ce que doit être la France, qui était anciennement coloniale et qui ne peut plus continuer avec ce système de pensée, et De Gaulle en gérant la rupture politique. C'est ce débat qui peut nous intéresser, parce que, à mon sens, nous y sommes encore. Sur la restitution, on va voir ce qui bloque la restitution des archives, ce qui bloque le fait... Moi, je vous avouerai, je ne veux pas choquer, mais je suis choqué de ce qu'une grande nation civilisatrice, et c'est considéré comme une dimension civilisationnelle assez importante, parle d'échange de crânes, mais c'est complètement ahurissant. J'aurais de la difficulté à expliquer à mes enfants que le crâne humain peut être bloqué dans une case, dans un édifice, et qu'après, la restitution va se faire à grandes envolées lyriques sur les... Il me semble qu'il y a cet aspect choquant, mais au-delà de cet aspect choquant, il me semble qu'il faudrait qu'on revienne. Montesquieu avant lui, Condorcet, Voltaire, Paul Louis, André Gide, Albert Memmi, Henri Allègre sont français. Ils n'ont pas accepté une certaine idée. Or là, moi, ce qui me dérange, si vous le permettez, c'est la structure de la pensée qui persiste. Quand à l'époque, vous aviez Jules Ferry, qui n'est pas n'importe qui, relisez ses déclarations, je ne vais pas vous les réasséner. L'immense poète qu'est Victor Hugo, relisez. Tocqueville, qui a influencé la structure institutionnelle française, et j'en passe, Gustave Le Bon, qui dit l'humanité est entrée dans un âge de fer où tout ce qui est faible doit fatalement périr. Et que je réécoute Finkelkraut, je prononce très mal son nom, il m'en voudra de toutes les façons, et c'est cette perpétuation conceptuelle, alors qui menace, à mon sens, la France et son rôle. Elle a une prétention à l'universel. Et donc, elle est censée venir avec de nouveaux concepts, convaincre les gens, se donner cette dimension. Or, il me semble que ce soit l'intrusion politique ou la prise de position intellectuelle éthique, les représentants, si vous me permettez un élément trivial, ils se tirent une balle dans les pieds. Parce que ce débat était en 60 avec De Gaulle, comment prendre ses distances sur un système avilissant. Tout le monde est d'accord. Mais il est encore perpétué. Première tentative de la loi sur le côté positif de la colonisation. Deuxième tentative, les dérapages des différents présidents et non des moindres. Et puis surtout, préoccupation majeure, je parle pour les Français, je les regarde de l'extérieur. Un débat ahurissant sur les 10 dernières années de toute la pensée politique, tous les acteurs politiques, quasiment 70% des débats, c'est la burqa, c'est l'immigration, c'est le barbare qui risque d'envahir. Alors la Grèce, à l'époque, Cicéron avait réglé cette question-là. Alors que cet espace, qui pourrait être notre partenaire, qui est encore embourbé dans ce type de situation, est conceptuel. Parce que le conceptuel influence les choix, les grands partenariats économiques,
n'ont jamais pu se dérouler à cause de ce mode de pensée. Et donc nous avons buté, qu'il s'agisse du travail des historiens, qu'il s'agisse du travail des acteurs concernés par un partenariat, qu'il s'agisse de tout ce monde, nous butons sur ce nœud gordien. Est-ce que les anciens systèmes de domination et d'hégémonisme peuvent se perpétuer, se masquer, ou est-ce que nous allons tous assurer une rupture et aller cas un, cas A, avec des partenariats en fonction de nos difficultés, de nos faiblesses? Donc nous n'avons pas abordé avec franchise cette question essentielle, nous n'avons rien réglé. Monsieur Stora, vous êtes toujours avec nous. Vous voulez peut-être réagir aux propos de Monsieur Sophie ou Monsieur Laïchoubi ou encore Monsieur Ziari? Oui. Oui, non, mais une dernière réaction. Vous savez, c'est un débat qui est très ancien. Je pense en particulier au grand livre de Mostefa Al-Ashraf en 1965 sur décoloniser l'histoire. Donc, vous voyez, c'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. C'est une bataille très longue. C'est une bataille ancienne. C'est une bataille qui n'est pas simple, qui se mène en France, bien sûr. Ça me paraît évident, mais qui se mène aussi en Algérie. Parce que la bataille pour la décolonisation de l'histoire, elle se mène aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a eu effectivement des batailles pour l'ouverture des archives. Cette bataille, elle existe. Il y a un certain nombre aussi d'intellectuels algériens qui se battent pour élargir l'histoire, pour faire en sorte qu'on la connaisse davantage. Donc, c'est par conséquent un travail de longue haleine. Mais il ne faut pas lâcher prise parce que sur ce travail de connaissance précise de l'histoire et donc du système colonial, bien sûr, et de son fonctionnement, de la brutalisation des sociétés, mais aussi des histoires de monde du contact, ça a été dit, hein, c'est-à-dire ces intellectuels français qui se sont opposés, bien sûr, non seulement à la guerre d'Algérie, mais aussi au système colonial lui-même, André Breton, etc. On ne va pas tous les citer. Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, parce qu'il faut citer les femmes aussi dans cette bataille qui existe et qui est très importante. C'est une bataille de longue haleine. Je persiste, je signe sur cette question-là. C'est pas une bataille qui peut se régler simplement à coup de discours immédiat. Il faut prendre date, il faut avancer pas à pas. Il y a effectivement des restitutions d'archives qu'il faut avoir, il y a des colloques qu'il faut organiser, il y a des rencontres. Il faut continuer à tenir le fil, disons, du travail en commun sur la question historique. Il faut pas lâcher ce fil. Parce qu'à ce moment-là, si le fil est lâché, bien sûr, ce seront les enfermements nationalistes de part et d'autre, et on n'avancera pas vers la vérité de l'histoire, et donc un rapprochement inévitable et qui est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire simplement, et puis je voulais vous remercier pour votre incitation, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'être resté avec nous et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions et j'espère qu'on vous recevra pour d'autres débats. Merci beaucoup. Merci Monsieur Sora. Alors Monsieur Abdelaziz Ziari, les frictions entre Alger et Paris ne datent pas d'hier. Hein. Vous avez connu une petite histoire avec Emmanuel Macron. Donc on va parler également de l'époque Sarkozy afin de normaliser encore et toujours les relations avec l'Algérie. Il l'a fait par la voix donc de l'ex-président de la République qui avait fait un geste en vous demandant à vous, vous étiez donc président de l'Assemblée populaire nationale à l'époque, de bloquer le projet de loi déposé en février 2009 par 130 députés portant sur la criminalisation du colonialisme. À la limite journalistique, on avait dur. Je n'avais aucune autorité en tant que président de l'Assemblée nationale de bloquer quelque texte que ce soit. Vous savez que ce sont les groupes politiques, et bien entendu ceux de la majorité, c'est évident, qui ont le pouvoir politique en réalité dans l'Assemblée nationale. Oui, mais est-ce que cette concession a contribué au réchauffement de ces relations ? S'agissant de ce fameux projet qui a été déposé par un certain nombre de députés, qui avait été déjà, comme ils le sont actuellement, heurtés par cette proposition et cette loi qui a été votée par l'Assemblée nationale française relative au bienfait de la colonisation, entre guillemets, réaction naturelle. Et il est évident que c'est un problème éminemment politique qui a engagé la relation entre deux pays, la France et l'Algérie, et qu'évidemment c'était du ressort d'abord du chef de l'État, qui est celui qui est en charge de la politique étrangère de l'État algérien, et de juger simplement de l'opportunité de ce projet de loi, s'il était applicable, cette proposition de loi applicable, quelles en seraient les conséquences, etc. Il avait été politiquement jugé, non pas par moi-même, qui n'était qu'un élément de cette majorité politique, que ce n'était pas le moment et que
effectivement, il faut en tenir compte et que sur le plan de l'impact sur l'opinion de notre partenaire français était importante, c'est de dire attention à ce que vous faites, parce qu'en Algérie aussi, il y a une opinion publique, il y a des représentants de cette opinion publique et qu'eux aussi ont toutes les capacités de réagir. Attention à ne pas détériorer la relation. Vous avez fait tout à l'heure cet accord de 68. Vous savez que j'ai eu l'honneur de le reconduire avec M. Vaillant. J'étais en France pour cela. Et parce que ce problème aussi fait partie des problèmes récurrents avec les Français où ils veulent remettre en cause ces accords spécifiques régulièrement pour qu'on rentre dans le droit commun. Et nous nous sommes refusés aussi de le faire toujours au nom de cette histoire. Disons, l'histoire entre l'Algérie et la France, c'est une histoire particulière. Vous ne pouvez pas faire comme si nous n'étions qu'une colonie comme les autres. Nous, il y a un problème beaucoup plus sérieux entre nous. Et c'est pour ça que je dis, si cette dimension humaine de la relation est aujourd'hui remise en cause de façon récurrente et à chaque campagne électorale, quid de cette relation? À quoi sert de cette relation? Comment peut-on parler d'une relation privilégiée à ce moment-là? Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut quand même assainir une bonne fois pour toutes ce type de relation. Monsieur Laïchoubi, on peut dire également que la France n'a jamais été un partenaire fiable. On va parler de la politique marocaine. Le chef d'État français ne s'est jamais montré aussi pro-marocain finalement. Oui, alors vous avez raison. Tout à l'heure, et je vais y revenir, dans mon intervention, il pouvait apparaître à un moment que la question était théorique. La question de fond, est-ce que la pensée politique française actuelle est toujours de nature hégémonique et est-ce qu'elle perçoit le monde sous cet angle-là? Et vis-à-vis de l'histoire, est-ce qu'elle prend ses distances et est-ce qu'elle assure une rupture, on allait dire, conceptuelle, du point de vue des historiens? Donc, cela pouvait apparaître comme une question théorique. Mais pas du tout. Alors, je vais vous citer très rapidement le président français, Chirac. Que dit-il? Il vous dit, on oublie seulement une chose à propos de l'Afrique, que c'est en grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un peu de bon sens de justice et rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, etc. Et puis, il dit encore, au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses, puis on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Alors, et vous ouvrez les grands dossiers d'actualité, les politologues, les élites africaines vous disent le scandale du franc CFA, les fameux 400 milliards, le système qu'il faut revoir. Vous prenez les grands débats sur le partenariat et vous atterrissez sur les relations, vous l'avez dit, une diplomatie apparemment conflictuelle, ce que pensent les analystes, une diplomatie de confrontation, puisque ces problèmes avec le Mali, la Tunisie, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, le Brésil, la Chine, le Pakistan, le Liban, Turquie, c'est donc ça n'est pas un choix comme cela. Et puis, l'approche telle que les politologues l'analysent, ils vous disent, ils font un choix, on va vers l'Afrique. C'est ce que les deux partenaires ont dit, on va aller vers l'Afrique pour faire un partenariat économique. Certains ont dit, on restitue, il y a une vassalité, il y a une relation hiérarchisée, c'est-à-dire on est toujours dans l'ancien système, où d'ailleurs, quand vous voyez la configuration du capital dans le pays que vous venez de citer, quand vous voyez la même configuration du capital, c'est-à-dire majoritaire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, etc., et paradoxe, pour démontrer que le fait est d'une actualité brûlante, quand vous voyez Bolloré, détenteur de l'intégralité d'un des plus grands monopoles médias, et qui, les analystes français le disent, ça n'est pas moi, qui vous disent, il sort de son chapeau, l'acteur polémiste que vous connaissez, il le met en évidence. Donc, vous avez des gestionnaires d'une certaine pensée du monde, un monde hiérarchisé du point de vue racial, un monde hiérarchisé du point de vue politique, et donc on réaborde l'Afrique. Alors, c'est terrible, les politiques sérieux se souviennent d'une chose. Sur quasiment 67 coups d'État qui ont été,
la majorité l'ont été dans d'anciennes colonies françaises. Et 61% l'ont été donc du fait notamment d'officiers ou d'anciens légionnaires français. Alors beaucoup s'interrogent sur la vision qu'ont ces grands partenaires. Est-ce qu'ils sont toujours immergés dans l'histoire et veulent restituer, je vais être dur, mais à mon sens il faut peut-être de temps en temps l'être. Est-ce qu'on veut restituer l'ancienne Afrique occidentale française avec une nouvelle vision? Ou est-ce qu'on a une vision géopolitique majeure en voyant les grands espaces qu'est l'espace asiatique, les grands enjeux? Et à partir de là, vous allez tout de suite rebondir sur le partenariat. L'Algérie, dont on a évoqué en disant une politico-militaire, a construit un discours d'une modernité sur ces longues années du non-alignement. Et j'étais étonné de voir certains politiques français, y compris des militaires, des stratèges, à propos de l'affaire des sous-marins, de dire qu'il faudrait qu'on soit au non-alignement, c'est-à-dire que l'Europe qui émerge. Et c'est pourquoi je voudrais que l'on sache que la relation mémorielle est bien sûr, c'est des éléments de tragédie terribles. Au-delà de les assumer, il faudrait qu'on prenne les distances. Une relation de confiance, de partenariat et une lecture du monde exige qu'il y ait des ruptures, parce qu'on le voit dans l'actualité tous les jours. Si je peux résumer votre début d'intervention, est-ce qu'on assiste clairement à une situation d'isolement diplomatique de la France ? Écoutez, vous savez, la France, chez les grands analystes, les grands stratèges, et beaucoup considèrent que c'est une puissance érodée, où sa cohérence est menacée à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez dire, oui, bien sûr, c'est un Algérien qui parle, c'est un analyste. Mais du moins, ma présence à l'échelon des plus grands espaces de think tank me permet de me mettre à l'abri. Parce que, regardez, évincé du Moyen-Orient, Syrie, Irak, il faut savoir que les grands patronats, notamment BRICS, a construit une grosse partie de son amplitude économique en Irak, notamment. Difficultés au Moyen-Orient, Libye, des erreurs stratégiques majeures, un contexte extrêmement hostile. Les populations de l'Afrique subsaharienne, ça ne s'était jamais vu, manifestent ouvertement et contre la France, en difficulté en Afrique centrale, avec la compétition que la Chine et que la Russie réouvrent, étaient en difficulté au Rwanda, au Mali, au Burkina Faso, menacés, semble-t-il, par y compris les partenaires, les propres alliés, puisque un problème stratégique, on a parlé des sous-marins, mais pas uniquement, du rôle des uns et des autres. L'espace occidental, sa relation avec le Sahel, est une relation très ambiguë, très équivoque. Et puis la capacité financière de ce qu'était cette grande puissance. Parce que pour être une grande puissance militaire et économique, il faut avoir, une capacité économique et d'innovation, et une capacité financière. Un endettement majeur, et puis une innovation en panne. Alors vous allez me dire, oui, mais les stratèges français ont conscience que l'Afrique demain, c'est 2,5 milliards, c'est le moteur de la future croissance planétaire, et donc ils vont choisir des partenaires qui ont déjà une vision progressiste, et qui vont leur assurer une rupture avec les anciennes erreurs majeures. Et c'est là qu'est le débat fondamental. Il n'est pas uniquement, avec tout le respect que j'ai, sur les grandes questions techniques ou mémorielles. Qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Comment voyez-vous le partenariat? Et ça, c'est des questions que l'espace intellectuel et politique français doit se poser, nous aussi d'ailleurs, nous aussi. Alors, Monsieur Ziari, je vais vous faire réagir par rapport à l'économie cette fois-ci. La France donc, est un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Les secteurs les plus importants sont l'agroalimentaire, le BTP, la banque, finance, industrie, pharmaceutique, également l'énergie, l'automobile et la gestion de la ville également. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au vu de cette crise diplomatique entre les deux pays, l'économie peut être touchée ? Évidemment, comme toutes les crises politiques, elles peuvent avoir leur impact sur le plan économique. C'est pour ça qu'il est important que aussi le partenaire éclaircisse mieux sa position, comme j'étais en train de le dire. Cherchez-vous réellement une amélioration des relations? Et pour cela, il y a de votre côté des pas et des grands pas à faire, y compris celui qui aujourd'hui fait que sous la pression de l'extrême droite,
Nous avons une population, je ne parle pas de la population d'origine émigrée qui est déjà française, mais aussi une population qui ne l'est pas et qui en tout cas a des liens familiaux de part et d'autre de la Méditerranée, qu'on ne peut pas continuer à faire de notre communauté le bouc émissaire qu'a trouvé l'extrême droite française aujourd'hui. Moi, je ne rentre pas dans la politique française, c'est leur affaire, ils ont suffisamment de spécialistes en la matière. Ce qui m'intéresse dans la France, c'est ma relation avec la France dans les différents domaines et l'intérêt que cela peut avoir pour mon pays. La politique occidentale, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en revers, on sait parfaitement dans quelle situation on est, les intérêts des uns et des autres. Ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de l'Algérie et quels sont les intérêts de l'Algérie dans ses relations avec la France. Et qu'il n'y a pas a priori d'être contre, loin de là, mais à condition qu'effectivement les choses s'assainissent et s'éclaircissent. Je trouve que ça fait suffisamment longtemps qu'effectivement, de façon récurrente, alors du côté... et là, je parle de choses pratiques, parce qu'il ne s'agit pas de des grandes idées entre nous, nous sommes des amis, nous sommes des... Non, l'amitié ou la bonne relation, le privilège, c'est des choses qui se concrétisent sur le terrain. Et j'ai dit, il n'y a pas que l'économie, il y a les hommes. La circulation des capitaux, c'est bien, la circulation des biens, c'est bien, mais il y a aussi les hommes et les femmes, et il est tout à fait naturel qu'effectivement nous soyons sensibles à ce problème-là, y compris dans toutes ces campagnes forcenées ça ne donne pas une image d'amélioration des relations, de capacité d'améliorer ces relations. Sinon, si on assainit ce rapport dans ces domaines-là, le problème qui a été évoqué, celui des visas, par exemple, oui, qui sont devenus... Vous savez, cette histoire des visas, moi je l'entendais de l'extrême droite. Je voulais vous faire réagir parce que vous êtes également juriste. Bien sûr, cette histoire des visas, je l'ai entendue moi de l'extrême droite régulièrement. Il faut prendre des sanctions on est toujours contre les pays qui ne veulent pas rapatrier. On est toujours dans cette politique d'islamophobie, d'anti-immigration. Cette histoire de la nation qui a été... C'est le colonialisme qui l'a fait. C'est également un thème récurrent de l'extrême droite, encore récent. Évidemment, ça nous heurte de voir que c'est repris au niveau le plus haut de l'État français. Tout à fait. Il ne faut pas non plus, effectivement, que la panique électorale puisse retentir sur la qualité des relations qu'il peut y avoir avec tel pays ou tel pays, d'ailleurs. Ce qui concerne ça, j'ai eu l'occasion moi-même, concrètement, d'en discuter avec M. Vaillant il y a maintenant bientôt 20 ans. C'est vrai que la situation n'est plus la même. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce problème des clandestins et des haragas, comme on dit, etc., qui est un phénomène. Mais vous remarquerez en même temps que quand leur ministre de l'Intérieur nous pointe du doigt, parce que c'était ça, le ministre de l'Intérieur, en parlant des 3 pays du Maghreb, il évite de donner des précisions. Ces personnes, le président Tebboune a bien réagi en disant, nous, on a reçu telle liste, on a reçu tel nombre. Alors les 7000, puis d'en est-il? Et ils ne disent pas du tout si ce sont des gens qui ont eu des visas et qui sont restés là-bas, ou si ce sont des clandestins, ou si ce sont des binationaux. Comment voulez-vous qu'on récupère, nous, des binationaux qui sont en fait des citoyens français, parce qu'ils sont mêlés au terrorisme, ou ils ont été en Syrie, etc. On les envoie en Algérie, tout d'un coup, ils ne sont plus français. Maintenant, s'agissant du reste, il y a un problème sérieux. Ça, ce n'est pas des choses théoriques. D'identification, vous savez que les clandestins, ils jettent tous leurs papiers et qu'il faut une véritable enquête policière. Je parle de faits dont j'ai eu connaissance de près pour savoir si réellement il est algérien, ou s'il est kurde, ou s'il est azerbaïdjanais, ou s'il est marocain, ou s'il est tunisien. Alors, j'aimerais faire un dernier tour de table. On en arrive à la fin de cette émission qui était passionnante. Merci pour vos interventions. Monsieur Fouad Soufi, vous voulez intervenir pour un dernier mot. Comment faire pour sortir de cette crise? Est-ce que la crise aujourd'hui est plus importante sur le plan historique? C'est-à-dire que sur le plan historique, je ne pense pas. Sur le plan concret, c'est-à-dire d'aujourd'hui, ça vient d'être dit. Oui, les Français ont un problème. Seulement, moi, je suis devenu têtu sur ça, mais nous aussi, nous avons des problèmes. Et peut-être faudrait-il s'intéresser à nos problèmes. Maintenant, ce que vient de dire M. Laïchoubi, il a parfaitement raison. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde et dans cette partie du monde rejaillit sur nous, rejaillit sur l'Algérie, pour 2 raisons.
parce qu'il y a ceux qui n'ont jamais accepté que l'Algérie soit indépendante, ni eux, ni leurs descendants, ni ceux qui prétendent parler en leur nom. Hein. Et il y a ceux, même chez nous, qui ont besoin de ce conflit pour se placer. Le problème chez nous aussi, si vous voulez, celui que je ressens, c'est qu'en fait, cette crise sert beaucoup de gens chez nous. Hein? À la fin, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'ils cherchent la guerre? Ils veulent la guerre. Le problème n'est pas là. Les politologues savent très bien analyser cette situation, laisser faire les historiens, donnez-leur le moyen de travailler, et après tout, s'il y a une rupture des relations, on marche sur deux pattes, que je sache. Merci beaucoup, Monsieur Fouad Soufi, archiviste et historien. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Laïchoubi, rapidement, on est pris par le temps. Un dernier mot, cette crise. Très rapidement, deux aspects. Uniquement pour lever une équivoque dans des débats, pas sur ce plateau. Je voudrais rappeler qu'en 1962, il y avait 2700 étudiants universitaires, que 50 ans après, il y en a eu 1,3 million. Que le nombre de diplômés était de 93, que 50 ans après, il y en a eu 1 900 000, que les établissements universitaires, tout le monde le sait à l'époque, il y en avait un, je dis 50 ans, je ne dis pas maintenant, il y en a eu 90, que les établissements scolaires étaient 2600, puis après, il y en a eu 24 000, que les élèves scolarisés étaient de 828 000 et qu'il y en a eu 8 millions. Ça, c'est le premier aspect pour lever les équivoques sur les capacités des pays à progresser, à avancer sur leurs grandes questions, leurs grands débats. Sur le second, l'élément fondamental sur lequel j'aimerais pouvoir conclure, c'est qu'il y a une recomposition géostratégique. Et mon sentiment, c'est que, et là, je m'associe un peu à ces soufis, il y a les paradoxes de l'histoire, où vous avez une mauvaise conception qui permet d'accélérer des choses en votre défaveur. Cela veut dire que maintenant, la capacité qu'ont les Français de se projeter vers l'avenir est totalement entravée par une pensée qui est retardée. Et la preuve, regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le débat actuel qui pèse énormément sur les présidentielles, mais pas uniquement. Et puis, l'intégralité de la pensée politique, elle est à plus de 65% autour de ces questions-là. Cela veut dire lire le monde qui vient devient extrêmement difficile pour et les politiques français et les élites et les managers. Donc la conclusion, c'est que nous devrions se dire un certain nombre de vérités mutuellement pour évoquer un partenariat qui pourrait être intéressant et incontournable. Sinon, la planète est ronde. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Laïchoubi, ancien ministre et diplomate. Vous êtes analyste et conférencier international. Merci pour tous ces chiffres et ces statistiques. Monsieur Ziarif, alors, la crise entre Alger et Paris, est-ce qu'on peut espérer sortir de cette zone de turbulence ? Je crois que si des gestes positifs réels sont faits, on peut effectivement sortir d'une crise. Toutes les crises, vous savez, même les guerres se terminent, alors les crises, n'en parlons pas. Mais je crois qu'effectivement, c'est une occasion, justement. J'ai dit, il faut profiter de cette crise pour effectivement assainir réellement les relations et partir réellement sur une espèce de nouvelle, puisque aujourd'hui on parle d'une Algérie nouvelle. Peut-être que dans ce domaine-là, il y a effectivement aujourd'hui des frontières définitives à tourner. Ou bien c'est une relation qui se normalise. Et moi, je suis pour une relation normale. Moi, je ne crois pas aux relations d'amitié, aux relations de ceci, cela. Je ne crois qu'aux relations d'intérêt et de vrai intérêt. Et que chacun fasse une évaluation réelle de où sont les intérêts et des uns et des autres. Des Algériens, bien entendu, puisque c'est mon pays, c'est ce qui m'intéresse, et celui des Français dans leur relation avec nous. Et je dis, il y a aussi un élément, celui qui est ce cordon ombilical qui est resté. Parce que vous savez, la relation historique entre un colonisé et un colonisateur, ce n'est pas une relation d'amour et d'amitié, c'est une relation de sang et de... Mais la présence de cette communauté là, a fait qu'effectivement, les uns et les autres, des deux côtés, nous avons essayé de dépasser ce problème. Mais si régulièrement ceci est remis en cause, il est évident
que ce sera difficile à ce moment-là. Mais je crois que je reste un optimiste, moi. Merci beaucoup, Abdelaziz Aziari, ancien président de l'Assemblée populaire nationale et ancien ministre délégué chargé de la coopération régionale et de la communauté nationale à l'étranger. Merci à vous trois pour tous ces éclaircissements. Merci pour ce débat enrichissant. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau décryptage.